La monnaie, on l'utilise absolument tous les jours, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est, d'où elle vient? Allez, promis, en moins de 10 minutes, on va essayer de percer ensemble les mystères de la monnaie. C'est parti. Alors, pour bien comprendre, on va se poser 4 questions clés. D'abord, tout simplement, à quoi ça sert, la monnaie? Ensuite, on va voir qui la fabrique, qui la crée vraiment. Troisième point, qui met de l'ordre dans tout ça, qui régule? Et pour finir, on verra comment on peut s'en servir pour piloter l'économie. Bon, commençons par le commencement. Avant la monnaie, comment on faisait? Eh bien, il y avait le troc. Imaginez un peu la scène. Il faut échanger ses poules contre du blé. C'est pas très pratique. Le gros problème du troc, c'est ce qu'on appelle en économie la double coïncidence des besoins. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Il faut trouver la personne qui a exactement ce que l'on veut et qui, en même temps, veut exactement ce qu'on a échangé. Autant dire que c'était une sacrée galère. C'est justement pour régler ce problème que la monnaie a été inventée. Et son histoire, franchement, elle est fascinante. Au début, on avait des monnaies marchandises, des coquillages, du sel, des choses qui avaient une valeur en soi. Puis sont arrivées les pièces de métal, bien plus pratiques. Ensuite, les billets de banque. Et aujourd'hui, la grande majorité de notre monnaie, on ne la voit même plus. Ce sont juste des chiffres sur nos comptes en banque. C'est ça la fameuse monnaie scripturale. On parle de dématérialisation et c'est un mot important à retenir. Du coup, si on devait donner une définition simple de la monnaie, ce serait quoi? En fait, c'est un actif, un bien, que tout le monde accepte pour régler des transactions sur un territoire donné. Mais le vrai secret, le mot magique derrière tout ça, c'est la confiance. C'est absolument essentiel. Si demain, plus personne n'a confiance dans l'euro, il ne vaut plus rien. C'est cette confiance collective qui lui donne toute sa valeur. Et pour que cette confiance tienne, la monnaie doit remplir 3 fonctions, 3 missions indispensables. La première, c'est d'être une unité de compte. C'est un peu comme un thermomètre de la valeur, ça permet de dire « ce téléphone vaut 800 €, cette baguette en euros ». Tout est mesuré avec la même échelle. Deuxièmement, elle est un intermédiaire des échanges. Fini le troc, on peut tout acheter et tout vendre avec. C'est bien plus simple. Et enfin, troisième fonction, elle doit être une réserve de valeur. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir la mettre de côté, l'épargner, en étant à peu près sûr qu'elle aura encore de la valeur demain. Ces 3 fonctions, c'est vraiment le socle de tout le système. Ok, on a vu à quoi elle sert. Mais maintenant, la grande question, d'où vient tout cet argent? Surtout cette fameuse monnaie scripturale, ces chiffres sur nos comptes, qui représentent l'essentiel de la monnaie aujourd'hui. Accrochez-vous bien, parce que la réponse est assez surprenante. On a souvent cette image en tête. Une banque, c'est une sorte de grande tirelire. Des gens y déposent leur épargne et la banque utilise cet argent pour prêter à d'autres. Elle serait juste un intermédiaire, quoi. Oubliez cette idée. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche en réalité. Le vrai mécanisme, il est résumé dans une petite phrase qui semble mettre le monde à l'envers. Les crédits font les dépôts. Je répète, les crédits font les dépôts. Ça veut dire que la banque n'attend pas d'avoir l'argent de l'épargne pour prêter. Non, c'est l'inverse. C'est au moment même où elle accorde un crédit qu'elle crée de la nouvelle monnaie sous forme de dépôt sur un compte. Pour que ce soit limpide, regardons un bilan bancaire, mais en version ultra simplifiée. Imaginez 2 colonnes. À gauche, l'actif, c'est ce que la banque possède ou ce qu'on lui doit. À droite, le passif, c'est ce que la banque doit aux autres. Avant un prêt, le compte en banque de la personne qui demande le prêt est, disons, à 0. Ce compte, c'est une dette pour la banque. Elle doit cet argent à son client. Et maintenant, la magie opère. La banque accorde un prêt de 100 000 €. Que fait-elle? D'un simple clic, par un jeu d'écriture comptable, elle ajoute 100 000 € sur le compte de son client. C'est une nouvelle dette pour elle, donc ça va dans la colonne passif. Et pour équilibrer, elle inscrit dans sa colonne actif qu'elle a maintenant une créance de 100 000 €. C'est ce que le client lui doit. Et voilà, le bilan est équilibré. 100 000 € viennent d'être créés à partir de rien. C'est ça le point absolument central à comprendre. Les banques commerciales créent de la monnaie scripturale, ex nihilo, une expression latine qui veut dire « à partir de rien ». Et elles le font à chaque fois qu'elles accordent un crédit. C'est un pouvoir assez incroyable. D'ailleurs, quand le crédit est remboursé, le processus s'inverse. La monnaie qui avait été créée est alors détruite. Ok, mais là, on peut se poser une question un peu angoissante. Si les banques peuvent créer de la monnaie comme ça, à partir de rien, qu'est-ce qui les empêche de faire tourner la planche à billets numérique à l'infini et tout faire exploser? Heureusement, il y a un gardien, un chef d'orchestre. Le système bancaire, il faut le voir comme une pyramide. Tout en haut, il y a la Banque centrale. Pour nous en Europe, c'est la BCE, la Banque centrale européenne. On l'appelle souvent la banque des banques. Et juste en dessous, il y a nos banques, les banques commerciales, celles qui gèrent les comptes des particuliers et des entreprises. C'est un système hiérarchisé.
Et c'est là que ça devient intéressant. Même si les banques commerciales créent cette monnaie scripturale de tous les jours, elles ne peuvent pas tout faire. Elles ont absolument besoin d'une autre monnaie, une monnaie spéciale qu'elles ne peuvent pas créer, la monnaie centrale. Et pourquoi en ont-ils besoin? Pour des choses très concrètes. D'abord, pour nous donner des billets et des pièces aux distributeurs. Ça, c'est de la monnaie centrale. Ensuite, pour régler leurs dettes entre elles à la fin de la journée. Et enfin, elles sont obligées d'en garder une certaine quantité en réserve, ce sont les fameuses réserves obligatoires. D'accord, mais cette monnaie centrale, où est-ce qu'elle la trouve? Eh bien, sur un marché un peu secret, le marché interbancaire. C'est un endroit où les banques se prêtent de la monnaie centrale entre elles, souvent pour de très courtes durées. Et c'est justement en agissant sur ce marché, en fixant le prix de cette monnaie centrale, que la banque centrale peut contrôler et influencer le comportement de toutes les autres banques. C'est son principal levier d'action. On arrive à notre dernière étape. On a vu que la Banque centrale avait ce levier de contrôle. Maintenant, la question, c'est comment s'en sert-elle concrètement pour piloter l'économie dans son ensemble? C'est tout le sujet de ce qu'on appelle la politique monétaire. En fait, la banque centrale a un peu une voiture à conduire, avec 2 pédales, un accélérateur et un frein. Quand l'économie ralentit, qu'il faut la stimuler, elle appuie sur l'accélérateur. C'est la politique expansive. Pour ça, elle baisse ses taux d'intérêt directeurs. La monnaie centrale coûte moins cher aux banques, donc elles vont prêter plus et moins cher aux ménages et aux entreprises. Ça relance la machine. À l'inverse, si l'économie surchauffe, s'il y a trop d'inflation, elle appuie sur le frein, c'est la politique restrictive. Elle augmente ses taux, l'argent devient plus cher, ça calme les ardeurs du crédit et ça ralentit la hausse des prix. Et ce n'est pas de la théorie, regardez, c'est exactement ce qui s'est passé récemment. Face à une forte montée de l'inflation, on voit très bien sur ce graphique que les banques centrales ont réagi en augmentant très nettement leur taux directeur. C'est l'exemple type d'une politique restrictive mise en place pour essayer de calmer la machine et de juguler l'inflation. Tout ça nous amène à une question finale, une sorte de casse-tête permanent pour les banquiers centraux. Parce qu'en appuyant sur le frein pour combattre l'inflation, on prend le risque de casser la croissance et de faire monter le chômage. Mais si on appuie trop fort sur l'accélérateur pour booster la croissance, on risque de faire repartir l'inflation. Alors, inflation ou croissance? Faut-il choisir? C'est tout le dilemme et on pourrait même dire tout l'art de la politique monétaire.